Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'occuper d'un PC gamer de la série ROG, PC Asus donc. Souci, il ne démarre pas, aucune activité. Je l'ai branché à l'alimentation de labo. Une légère consommation. On dirait qu'il est un petit peu comme s'il était en stand-by. Donc on va démonter et voir ce qu'il se passe. Donc voilà, la carte mère elle est démontée. C'est une belle carte mère déjà, mais c'est pas ça qui est le plus intéressant dans cette carte mère. Le plus intéressant sur cette carte mère, c'est qu'elle a vraiment un système de refroidissement optimal sur celle-là. Ce qui devient très rare. Ce que j'appelle optimal de ventilateur, ça ils l'ont tous. Mais là vous avez trois caléoducs, vous avez le système qui est bien refroidi au niveau du CPU ainsi que l'étage d'alimentation. La même chose pour le GPU, le chipset graphique, mais aussi, là, le PCH. C'est un bloc complet. Je pense que c'est un bloc, ou alors c'est une petite plaque qui vient se glisser en dessous, mais c'est un bloc complet qui vient, je pense, qui vient absorber la chaleur de tous les éléments importants. Là, pour le coup, je dis bravo Asus. Parce que c'est pas toujours le cas. Hein. Et c'est même bien loin maintenant, malheureusement. Mais au moins, celle-là, on peut dire qu'elle a un refroidissement optimal. Donc maintenant, on va regarder ce qu'elle a. On va passer sous le microscope. Hop. Moi, première chose que je vais faire, bien entendu, la ligne 19 volts. Vu ce que j'ai vu au niveau de la ligne de labo, voir s'il n'y a pas un MOSFET qui est coupé dans le sens où il est ouvert. Il sonnerait dans les deux sens, ce que j'appelle ouvert. Le connecteur d'alimentation, le fusible. Le fusible, on va commencer par le départ. Le fusible, il est bon. Premier MOSFET. Pas de continuité, donc il est pas. Voilà, c'est bon. C'est bon. Pas de problème à ce niveau-là. Pas de court-circuit. Je l'aurais eu. Un petit tour visuel rapidement. Parce que ça a déjà été démonté. Ça a déjà été démonté par quelqu'un. Donc, on va autant faire une inspection visuelle, voir s'il n'y a rien qui a été abîmé. Peut-être que là je vois rien, mais j'ai pas enlevé le dissipateur de l'autre côté pour vous montrer le système de refroidissement qu'il y a dessus.
Et là, pour couvrir, il couvre. Hein. Il n'y a pas beaucoup de composants visibles, hein, tellement la surface de la carte mère est cachée. Bon. Bon, comme ça, je vois rien de spécial. Je vais enlever le bloc complet du dissipateur de refroidissement. Et ensuite, je vais brancher l'alimentation pour prendre certaines mesures. Donc voilà, je l'ai branché. Je l'ai redébranché parce que ça chauffait dur, ça chauffait très fort. Sur l'alimentation, 3 volts 3, je pense. De toute façon, vous avez le 5 volts et le 3 volts côte à côte. Donc soit celui-là c'est le 5 volts et là le 3 volts ou le sens inverse. Et là ça chauffe énormément. Donc je vais regarder rapidement certaines valeurs. Ça ne veut pas dire forcément que ça va être une panne simple. Surtout avec ce type de PCH. C'est bon. Là ça sonne mais je suis pas sûr qu'il soit défectueux. Il est peut-être encore chargé par les condensateurs. C'est pour ça qu'il sonne. C'est pas rare. Je vais regarder autre chose. Et j'espère que ça va pas sonner. Hein. Parce que là si ça sonne, faut pas aller plus loin. C'est ce fameux PCH qui est mort. Donc, verdict. Là c'est la masse. Une bonne masse. Voilà, ça sonne. Ça sonne pas, c'est bon. 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 Et ça sonne pas, c'est bon. Pour l'instant, on est bien. Je vais essayer avec de l'alcool, si on le voit. Brancher.
lisser, il chauffe. Il s'échauffe. C'est bon. Ouais, c'est lui qui chauffe. C'est lissé. Il chauffe. C'est lui qui chauffe. Donc on va voir s'il y a vraiment un court-circuit sur le 3 volts. 3 volts 3. Non, il n'y a pas de court-circuit. Les valeurs sont pas mauvaises. Pas convaincu que ce soit lissé. Non. Ici il chauffe. Mais c'est pas lui le problème. Je pense pas. Hein. Moi je pense plutôt que le problème à voir. Je pense plutôt que le problème il vient de là. De la puce Superio ou KB pour le N. Moi j'aime bien l'appeler KB, puce Superio. À mon avis, il doit y avoir un court-circuit interne dans la puce Superio qui provoque, parce que là-dessus, vous avez beaucoup de signaux en 3 volts 3 et de tension en 3 volts 3. Alors, pas l'air d'y avoir de court-circuit, mais bon, je vais le mettre à la caméra pour voir s'il n'y a pas un point central au milieu, bien au milieu, rouge, qui m'indiquerait qu'il a un défaut interne. Pourtant, vous prenez à l'extérieur, il n'y a pas de court-circuit, mais je mets ça sous la caméra thermique et je vous reprends. Bon, on est sous la caméra thermique. On va brancher. On va commencer par lisser. On va lisser, il chauffe. 80 degrés, on est bien sur lissé. Hein. Bon, maintenant, on va regarder s'il est
pas provoquer si j'ai pas vu de court-circuit autour. Alors j'ai vu que c'était une puce recheck. Un IC recheck. 3. J'ai rien. La puce supérieure. Là, ce qui chauffe, là, on est juste derrière l'IC, là. Et la puce supérieure, elle a l'air d'avoir rien. Donc c'est déjà une bonne nouvelle, a priori. Bon, j'arrête là. Parce que 58 de ce côté-là, on doit être pas loin des 100 de l'autre côté. Bon, on va remplacer le lycée 3 volts 3, 5 volts. C'est du Richtec RT6575D. La référence, c'est du 5X. Après le restant, les lettres, on s'en fiche. On va le remplacer dans un premier temps et on va voir si ça chauffe encore. Si ça chauffe plus, c'est parfait. Si ça chauffe encore, il va falloir aller un peu plus loin. Par chance, j'en avais. Encore, du moins. Je le mets de côté pour l'instant.
Voilà. Ça c'est soudé. On va laisser refroidir un peu. Voilà. Ok, on va voir si ça chauffe encore. Et ça chauffe encore. Donc le problème il vient pas de là. C'est bien ce qui me semblait. Absolument rien changé. Je m'en doutais un peu. Hein. Les deux valeurs au niveau des bobines, des inducteurs, elles étaient équivalentes. On était à pratiquement 500 de chaque côté. Ohm. Donc c'était équilibré. Ça m'étonnait que c'est... C'est jamais, hein. Ça peut arriver, mais cas de figure, en général, j'ai pas été souvent chanceux en remplaçant lycée 3 volts 3, 5 volts. Et ben dans ce cas de figure, bah, je vais regarder si la puce, si lycée que j'ai monté n'est pas défectueux, ça peut arriver.
Donc voilà, la carte mère, elle est réparée. Je n'ai pas fait une vidéo parce que c'était complexe comme réparation et la vidéo aurait duré trop longtemps. Donc je vais vous montrer sur le schéma. J'ai trouvé un schéma pratiquement identique à cette carte mère, mais avec quelques différences, on va dire, de placement de certains composants. Mais c'est pas un souci, sinon dans le fonctionnement c'est la même chose. Donc on va basculer sur les schémas. Voilà. Donc pour rappel, cette puce là, 3 volts 3, 5 volts, 5 volts générés. C'est une puce Richtec RT 65-75. Donc souci, celle-là, elle surchauffait, elle montait, elle était entre 80 et 100 degrés, ce qui est énorme. Donc première chose qu'on a fait, moi déjà j'avais regardé les valeurs au niveau de ces bobines. La bobine 3 volts 3 volts 3, en PC ils mettent 3 volts et 5, mais enfin c'est 3 volts 3. 3 volts 3, j'avais vu la valeur diode et le 5 volts. Comme j'avais déjà précisé dans la vidéo, les valeurs étaient quasiment identiques, pratiquement 500 ohms, c'est la valeur, c'est une valeur qui est dans les normes. Donc déjà, pour moi, c'était suspect. Enfin, j'ai changé quand même le lycée et je repasse sous la caméra thermique. Je crois que vous l'avez vu aussi dans la vidéo. Pareil, la lycée chauffe pareil, 80, entre 80 et 100 degrés. Problème identique. Ce que j'ai fait ensuite, j'ai enlevé la bobine 3 volts 3, l'inducteur là, celle qui nous sort en alimentation générale dans le PCH et ailleurs. Vous voyez, tout ce qui est jaune, c'est les alimentations 3 volts 3. Et l'autre côté, c'est pareil. Hop. Donc, j'ai enlevé cette bobine. J'ai injecté du courant 3 volts 3 ici. Il se passe rien au niveau de la puce, ça chauffe pas. Je passe de ce côté-là. J'injecte 3 volts 3. La puce, pas d'échauffement non plus. Donc, jusque-là, tout va bien. J'enlève ça, je l'ai enlevé, la bobine, inducteur. Pareil. De ce côté-là, j'injecte 5 volts. Aucun échauffement de lycée. Tout va bien jusque-là. Par contre, ici, en sortie, qui va alimenter tout ce qui a besoin en 5 volts, chaque côté de la carte mère. Là, souci, lycée se met à chauffer. Moins fort, on était aux alentours des 50 degrés, mais ça chauffait normalement. Ça ne devrait pas chauffer. Mais là, ça chauffait. Donc, ce que je fais à partir de là, je remets la bobine, 5 volts. Je supprime la résistance qui laisse passer le 5 volts à ces tissés-là. Ces tissés génèrent le 1 volt 0,5, là l'inducteur, qui alimente le fameux PCH. Je le mets en sécurité. Au cas où il y aurait un problème, on ne sait pas ce qui peut se passer. J'évite qu'il soit alimenté. Pour éviter qu'il soit détruit. Voilà. Et à savoir aussi ce fameux PCH là. Quand il implose à l'intérieur, qu'il est détruit, mais vraiment détruit, hein. Vous voyez là le 1 volt 0,5. Déjà, je le détecte quand il a implosé à l'intérieur, détruit complet. Je vais carrément à l'EFI.
En général, les lignes data, elles sont en court-circuit. Là, vous avez juste la ligne 4 qui est du GND, mais quand il est détruit, en général, vous avez 2, 3 lignes de communication en court-circuit aussi. Donc, je sais qu'en partant de là, il a explosé à l'intérieur et que le fameux 1,5 V qui est là, mais à l'intérieur, vous avez du 3,3 V. Il est parti dans le CPU. Donc c'est pour ça qu'en général, quand il est détruit complètement à l'intérieur, et je le vois les filles, vous savez déjà que le CPU il est mort avec. Hein. Donc là, vous partez dans des tarifs de réparation qui sont inimaginables suivant le CPU, parce qu'encore ça, c'est pas ce qui coûte le plus cher. Mais alors le CPU, là vous allez 200, 250, 300 euros, bref. Ça devient une folie furieuse à réparer. Au niveau tarif, vous annoncez ça au client, le pauvre, il tombe. Donc je mets en sécurité pour éviter tout problème. Je laisse la bobine 5 volts, je remets la bobine 5 volts. Je rebranche le 19 volts, ligne de communication, 19 volts. Je le mets sous la caméra et je l'enlève et je le remets plusieurs fois. Et là, je m'aperçois qu'ici, ce MOSFET là, le MOSFET qui communique avec l'IC de charge, qui communique aussi avec le KB. Les informations. Bref, quand je le mets sous la caméra, je vois une légère lueur. Il rougit un petit peu, puis il s'arrête. Chaque fois que je le débranche et je le rebranche, une petite lueur, et il s'arrête. Par contre, ici, là, ça chauffe. Hein. Donc j'arrête, j'enlève ce MOSFET, je branche. Là, la résistance sur ma version de carte mère, elle n'y est pas. Et là, je branche 3 volts 3. J'enlève le MOSFET, j'injecte 3 volts 3 au niveau du 3 volts PCU. Pourquoi j'injecte 3 volts 3 à ce niveau-là? Parce que déjà, la valeur, elle n'était pas bonne. Il y avait une valeur diode qui était quand même assez élevée. Mais ça sonnait pas en court-circuit. Rappelez-vous de ça. Ça sonnait pas en court-circuit. Donc j'alimente là en 3 volts 3. Je le passe sous la caméra. Je regarde un peu partout. Un œil spécial. Jusqu'au moment où je m'aperçois que là, ce composant s'appelle magnétique IC là. Vous avez le 3 volts PCU qui arrive là. Et vous avez un petit condensateur juste en dessous. Qui est bien existant sur la carte mère que j'ai réparée. Là, vous avez le GND. Et là, vous avez une ligne de communication lead EC qui va au KB. Je clique. Et il arrive là, au KB. Donc, dans la logique, j'enlève ce composant. Auparavant, j'ai sondé le condensateur. C'est ça qui est le plus incroyable. Ici, vous avez bien une masse, le 2, voilà. Vous avez bien la masse. Et là, pas de masse. J'étais pas en court-circuit. Rien du tout. Tout est normal. Une résistance un peu forte, mais ça sonnait pas. J'enlève ce composant. Je réinjecte
là où je vous ai montré au MOSFET à côté de lycée de charge. Je réinjecte, le composant enlevé, et pareil, ça rechauffe à environ 80 degrés. J'enlève l'alimentation, je viens ressonder le condensateur, pas encore circuit. Le truc incroyable. Hein. Je finis par enlever le condensateur. En fin de compte, je le déconnecte. Je lui fais faire un 180 degrés. Je l'enlève de la masse, je le retourne, je le laisse en place, mais je le retourne. Je réinjecte 3 volts 3 au MOSFET. Et là, plus rien. Plus de problème. Plus aucune surchauffe. Et je me retrouve, quand je branchais ensuite le 19 volts, avec une valeur de tension stand-by normale, c'est-à-dire 0,45. Valeur, en tout cas sur mon allume de labo, les PC en stand-by, ils tournent dans cette valeur. J'enlève. Donc le condensateur retourné, plus de problème. Je remets le composant, ça chauffe toujours pas. Plus de problème. Donc je finis par changer ce condensateur. C'est un condensateur 1 microfarad 6 volts 3 en format 201. Donc c'est tout petit. Hein. Et c'est pas du 1005, c'est avant l'iPhone, mais c'est du tout petit. Hein. Je le change. Je réinjecte mon 3 volts 3. Plus de surchauffe. Le problème a été résolu. À cause de ce petit condensateur-là. Mais ce condensateur-là se mettait en défaut seulement quand on branchait l'alimentation. Quand on branchait l'alimentation le 19 volts, communication avec l'IC de charge, qui communique avec le KB de l'autre côté, et c'est lui qui envoie le 3 volts PCU. Et au moment que le 3 volts 3 PCU arrivait ici, au niveau du condensateur, là il se mettait en court-circuit direct. Condensateur, il se mettait en court-circuit seulement quand il recevait du courant. Alors, je peux vous dire que j'ai pas l'habitude de voir ce genre de défaut. En général, le condensateur, quand il est en défaut, il est mort, quoi. Il est en court-circuit des deux côtés. Mais non, là, c'était seulement quand le courant arrivait. Là, dès que le 3 volts 3 voulait arriver, pan, ça arrivait là. Et dans le condensateur, je sais pas ce qui se passait. Il y a un défaut de couche. Ça passait directement à la masse et c'est ça qui faisait chauffer énormément. Alors, pourquoi il faisait chauffer aussi lycée de charge? Vous allez voir. Pourquoi? Là, donc je rappelle que là, c'est pareil, c'est une communication avec le KB. Voilà le KB. Je reviens sur le lycée de charge. Lycée de charge, pardon. Lycée 3 volts 3, 5 volts. Là, vous avez une information avec le KB. Le S5 One. Je suis le signal. Je retourne. Et il arrive là, au niveau du KB. Là, vous avez une résistance. 100 kOhms. Et qu'est-ce qu'on voit?
on voit 3 volts PCU KB et le S5 One, une information qui va à l'IC pour le déclencher, justement, qui communique. Donc, ce qui se passait dans la logique, par habitude, je pensais que c'était le KB qui était défectueux en interne, mais c'était pas le cas. Ce qui se passait, c'est que c'était le PCU, le voltage PCU, qui mettait en défaut le KB, et quand l'information S5 One qui doit aller à l'IC 3 volts 3, 5 volts, lui se retrouvait en court-circuit. KB en défaut, et lui, en fin de compte, en défaut, il y avait un micro-court-circuit dans le KB créé par le composant que je vous ai fait voir auparavant. C'est pour ça qu'il chauffait énormément. Donc, le KB, je l'avais changé. C'est la première chose que j'ai changé après, honnêtement, après lycée. Hein. Pareil, je vous dis, en général, je sais que c'est le KB, mais là, c'est vraiment un cas exceptionnel que j'ai eu là. Donc, il l'a mis en défaut. J'ai tout rebranché. J'ai remis la bobine 3 volts 3. J'ai reconnecté l'IC 1 volt 5 du PCH. La résistance là. Je l'ai reconnecté. Pareil, j'avais fait un 180 degrés. J'ai reconnecté. Donc j'avais bien ma tension. J'avais toutes mes tensions. Sauf que j'étais bloqué à 0,500. Bon, j'ai pas cherché longtemps. 0,500, je savais que j'avais changé le KB. Je me doutais que le firmware interne, parce que dans ces puces-là, il y en a qui se reprogramment tout seuls, mais il y en a, ils ont des firmware, on va dire, qui sont installés, mais qui se reprogramment pas tout seuls. Donc, pour moi, la version du firmware, parce que je sentais qu'il y avait une légère chauffe au niveau du CPU et du GPU, mais une légère. Mais il décollait pas au-dessus de 0,500 au niveau ampérage. Donc j'ai reflashé le KB avec un programmateur spécifique, je l'ai reflashé, j'ai remis ce qu'on appelle le fichier ICROM bin correct, et là tout s'est mis à refonctionner parfaitement. Dès que j'ai branché le 19 volts, j'appuyais sur le bouton power, le CPU il chauffait tout de suite, donc j'ai pas insisté, j'ai remis le dissipateur, j'ai refait un test, je l'ai allumé, j'ai vu que la clé USB clignotait, donc tout était bon. Maintenant, je vais vous faire voir en fonction. Donc voilà, panne un peu vicieuse. Hein. Pas courant qu'un condensateur se mette en court-circuit euh, quand la tension arrive dessus. En général, il est coupé, quoi. Il est à la masse des deux côtés, on n'en parle plus, quoi. Mais là, c'est seulement quand il était alimenté. Donc, le fameux PC, ROG, avec un bon refroidissement. Hop. J'espère que la batterie elle est assez chargée. Hop. Je l'allume, j'appuie. Ouais, déjà, le rétroéclairage du clavier s'allume.
passer, entrer, et voilà. J'ai coupé la vidéo un peu brutalement parce que pendant que je vous faisais voir le PC en fonctionnement avec les manipulations, puis comme j'étais pas bien placé par rapport à la caméra, l'identification du client est apparue. Donc j'ai coupé la vidéo tout de suite. Euh, L'identification du client n'a rien à faire sur YouTube. Ça reste strictement privé. Voilà. Et donc je suis rentré quand même dans beaucoup de détails au niveau de la carte mère. Ce que je voulais dire par là, il faut quand même avoir un certain niveau de connaissance au niveau électronique, carte mère en général. Vous vous amusez pas à faire ça parce que vous avez vu une vidéo, à faire ça sur un PC d'un ami ou d'un client, sans avoir un minimum de connaissances. Hein. Parce que là, si vous injectez du courant dans une ligne sans savoir ce qui doit être injecté euh, en tension maximale, et si vous injectez du courant dans une ligne data, vous risquez de détruire une carte mère complètement. Il suffit que ça parte dans le CPU. Voilà, il y a des cartes mères comme ça vaut très cher. Donc, si vous voulez vous entraîner sur une carte mère qui est en panne, vous avez récupéré un PC en panne, pas de souci. Hein. Mais surtout, si vous n'avez pas les connaissances suffisantes, ne faites pas ça pour un ami ou un client. Ne prenez pas le risque de détruire une carte mère euh, qui appartient à quelqu'un. Voilà. Donc je voulais insister quand même sur ce fait que il faut quand même avoir un minimum avoir quand même de bonnes connaissances en électronique et savoir que les étages d'alimentation, les lignes data, avoir l'habitude et savoir lire des schémas euh, avant d'intervenir sur ce type de carte mère. Donc voilà, je voulais insister parce que vidéo YouTube, c'est un tuto, on applique sur toutes les cartes mères, non, c'est pas ça. Hein. C'était juste un exemple parce que la panne elle était intéressante, c'est tout. Mais voilà, je répète, ne vous amusez pas si vous n'avez pas les connaissances à faire ça sur un appareil qui appartient à un ami. Après, si c'est le vôtre, vous faites ce que vous voulez, ou à un client. Voilà, faisons les choses sérieusement. Après, si vous voulez apprendre ensuite du matériel HS que vous avez récupéré ou qu'on vous a donné, pas de souci, vous avez raison, entraînez-vous. Mais pas sur du matériel qui appartient à quelqu'un. Voilà. Et c'est tout ce que je voulais préciser et c'est important. En espérant que ça vous a plu et à la prochaine.